Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Nander. On va revenir un petit peu sur cette étape qui a été très intéressante, qui était à l'arrivée à Victoria Arbor. Il s'est passé pas mal de choses dans cette journée. On a eu des petits rebondissements au niveau du classement général. Le peloton était joueur, le peloton avait envie de faire des petites différences lors de cette étape numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si quel coureur vous a déçu, quel coureur vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans cette vidéo. EPS 2.0, nouvel épisode demain à 18h. Et puis épisode intéressant sur les sports mécaniques. J'en dis pas plus, mais un grand moment des sports mécaniques du côté de la France. Et puis l'épisode d'après est déjà en cours d'écriture. Donc on va essayer d'avoir de l'avance sur des PS 2.0 pour à peu près avoir un épisode toutes les 2 semaines jusqu'au mois de juin, où il y aura une coupure pendant les vacances d'été pour reprendre en septembre. Alors il y aura une coupure d'épisodes enregistrés, mais moi je continuerai à écrire, parce que l'idée c'est que j'ai toujours de l'avance, 3-4 épisodes d'avance pour pouvoir... quand il y a des moments où il y a un peu plus de travail, ne pas avoir les problèmes qu'on a eu notamment en décembre. On va éviter d'avoir les problèmes où parfois là il y a eu un mois et demi sans épisode. On va essayer d'être plus régulier. Du côté de PS 2.0, n'hésitez pas à aller voir TikTok également. En ce moment, c'est calme. Ça va peut-être reprendre là ce week-end TikTok, mais c'est vrai que le Down Under, comme je regarde les étapes en décalé, c'est pas forcément intéressant parce que je regarde les étapes en plein après-midi, en début d'après-midi, et que les sports d'hiver, je les regarde pas forcément en direct. Là, par exemple, le biathlon, je vais le regarder ce soir. Donc, si j'ai un petit décalage, ça fait que TikTok est peut-être pas forcément intéressant en ce moment, c'est vrai que c'est calme, il n'y a pas de vidéo, voilà, mais il y aura peut-être un retour sur TikTok. Puis ce qu'on fera également, peut-être des shorts sur YouTube, mais surtout sur YouTube, je vous donnerai un petit peu le programme de la semaine pendant, je pense, lundi, voilà, dans l'après-midi, je vous donnerai un petit peu le programme de la semaine pour vous dire un petit peu ce qu'il y aura, ce qui sera intéressant sur la chaîne dans la semaine. On commence tout de suite avec cette étape entre Brighton et Victoria Arbor. Il y avait quelques côtes dans le final, notamment le Nettle Hill, qui était à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée et qui a fait des dégâts, ce Nettle Hill, qui a permis à 5 coureurs de s'échapper. Mais le début de journée avait déjà été très animé avec notamment un coup de bordure sur la première partie de course parce qu'il y avait du vent de sud-ouest, 25 km/h. Alors c'est pas très puissant, 25 km/h, mais comme il était extrêmement bien placé, ça a suffi pour créer des coups de bordure et ça a mis certains coureurs en difficulté. Et puis après, la journée a quand même été assez rapide en termes de rythme de course. Je n'ai pas regardé, on était quand même à 38,5 avec 2000 mètres de dénivelé positif, c'est un peu plus lent qu'hier même. Mais il y a eu une fin de journée où Bettiol notamment a eu des problèmes physiques et où Matthews a eu un problème de chaîne. La fin d'étape, c'était encore un petit peu nerveux parfois. Mais moins quand même que la veille. La veille, vraiment, on a eu une journée assez costaud. Et ça n'a pas plu même à certains cadres des équipes, parce que c'est vrai qu'on a eu Michael Matthews qui a dit qu'il n'y avait vraiment plus aucun respect maintenant dans le peloton. Il l'a redit encore en interview aujourd'hui. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, pas grand chose à dire, mais on va commencer avec Paul Penhoet. Encore une belle étape de la part du Français. 10e aujourd'hui et 5e du sprint du peloton, donc comme hier. Il a encore bien passé, alors il a bien passé les bosses, donc ça c'est déjà une belle satisfaction, parce qu'on s'aperçoit que sur des parcours moyennement vallonnés, déjà il tient la route, Paul Penhoet, malgré une équipe qui n'était pas vraiment très présente à l'avant de la course. J'ai regardé les 60 derniers kilomètres, dans les 60 derniers kilomètres, vous voyez pas vraiment le maillot de la Groupama, alors déjà qui est difficile à remarquer avec Movistar, mais vous voyez pas le maillot bleu foncé de la Groupama qui était assez
souvent en retrait. C'est vrai que s'ils avaient peut-être décidé de faire un tempo dans la montée, déjà il y aurait peut-être pas eu l'attaque de Rohan Dennis, mais en plus il y aurait peut-être eu plus de facilité pour Paul Penwet de rester au contact des meilleurs en cas d'attaque, ce qui là a été un petit peu compliqué. Mais il finit quand même dans le deuxième peloton et puis il finit avec un bon rythme. Donc plutôt satisfait de la part de Paul Penwet parce que il fait une belle journée. Voilà, il est jeune encore, il a 23 ans, je crois, Penwet. 21 même, oui, je voyais encore plus. Souvent cette tendance à vieillir les coureurs parfois. Mais il a encore fait une très très belle journée. Et puis il a passé correctement les bosses. Donc c'est très intéressant pour une première épreuve World Tour. Je trouve qu'il y aura beaucoup de choses de positifs à en tirer. Le seul problème, voilà, il manque encore un petit peu de caisse. Mais 21 ans, il vient de les avoir. En plus, c'est 21 ans, c'était le 28 décembre. Donc c'est assez récent. Il faut encore qu'ils prennent de l'expérience et ça sera l'objectif dans les semaines à venir. C'est que Paul Penwet prenne de l'expérience. Je ne sais pas quel sera son programme, mais c'est plutôt très très satisfaisant de la part du coureur français. Mais il avait déjà fait 8e des derniers championnats du monde. On ne peut pas dire que le parcours était plat du côté de l'Australie. Donc c'est un peu une confirmation et une confirmation aussi qui tient plutôt bien le rythme. Le seul problème, c'est que dans ces sprints, là encore aujourd'hui, j'ai l'impression que sur les 25-30 derniers mètres, il est en perte de vitesse, alors que les autres sont, je dirais pas génèrent de la vitesse, mais arrivent à stabiliser leur vitesse, alors que lui, il perd un petit peu de vitesse dans les 30-40 derniers mètres, donc ça sera peut-être quelque chose à travailler en rentrant d'Australie. Autre coureur au top, Hugo Page. C'est bien couru d'avoir pris les secondes de bonification en début de journée. Il prend 2 secondes de bonification face à Michael Matthews. Et comme il est dans le sprint du deuxième groupe, il est toujours dans le coup pour le général. C'est-à-dire que Hugo Page, il est à 14 secondes désormais de la tête de course qui est Rohan Dennis. Vous avez le classement, je rappelle, dans la description, les différents classements dans la description, les 30 premiers du général notamment. C'est pas mal, c'est le premier français encore au général. Il reste, il est 6e. Il passe notamment devant Caden Groves au général, mais Mauro Schmidt et Rohan Dennis lui passent devant, donc ça compense au niveau des changements de place. Mais c'est encore une très belle journée de la part de Hugo Page sur un parcours qui était vallonné, mais lui on sait qu'il passe bien les côtes, parce qu'on se souvient, le Dauphiné c'était pas plat cette année, et puis pour Intermarché, ça peut devenir un objectif. On va voir comment il va passer, notamment les étapes un peu plus où on aura des bosses, ça sera en fin de semaine, les étapes très courtes de 150, de 110 km. Déjà l'étape de demain, parce qu'on aura le corkscrew, et on a vu notamment dans la course féminine que le corkscrew, on pouvait faire des écarts, parce que je crois que c'est là où Braun est sorti. Mais ça va être une journée intéressante demain pour voir comment il s'en sort. Et puis il y aura la dernière journée, le Mount Lofty, où là aussi il faudra passer la journée devant. Mais vraiment intéressant ce qu'il fait pour le moment notre ami Hugo Page, le français. Et puis on termine avec un flop Pounet. C'est Alexis Renard. C'est pas encore fantastique, le coureur qui est passé notamment chez Israël en début de carrière. Aujourd'hui, il finit loin, Alexis Renard. Il est loin en général. J'étais sur le classement général, mais même sur le classement d'étape, il finit loin. C'est dommage parce que c'est un coureur qui a du talent, qui a eu des soucis d'arythmie cardiaque. Et là, aujourd'hui, il fait 115e à 7 minutes 40. Pour moi, Alexis Renard, il doit être plus haut dans le classement et surtout, on ne l'a pas trop vu aider ses équipiers. Alors, notamment quand Lafay chute, c'est Harrison Wood qui fait le taf pour ramener Victor Lafay. Pas quand il chute, quand il a un problème mécanique, Victor Lafay. Enfin voilà, quand il est distancé, c'est Harrison Wood. Alexis Renard, il a été discret, trop discret aujourd'hui. Donc on attend de le revoir aux avant-postes, mais pour l'instant c'est compliqué. Après c'est un coureur qui a eu des problèmes d'arythmie cardiaque, qui a été opéré, mais il y a 2 ans notamment, il est 2e de la Sparkassen Muster Non Giro, 3e du Tour de Wallonie, 2e d'une étape du Tour de Pologne.
Enfin voilà, chez Israël, il y avait des résultats. Chez Cofidis, pour le moment, ça a été un peu plus compliqué. Coureur qui a 23 ans, là, on attend quand même un peu mieux. Et c'est un coureur qui a des qualités dans ce type de course. Il passe bien les bosses. Donc normalement, il aurait dû se retrouver un peu plus aux avant-postes aujourd'hui. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Rohan Dennis. Ça fait du bien quand Rohan Dennis joue sa carte. Ça arrive pas souvent que Rohan Dennis joue sa carte, mais je trouve qu'il a fait vraiment du bon boulot aujourd'hui. Il court très bien dans le final. Parce que, alors déjà, bon, c'est lui qui déclenche les hostilités dans la montée à 20 bandes de l'arrivée. C'est lui qui déclenche un petit peu le groupe de 5. Avec aussi Yates qui part assez vite, mais c'est lui qui part dans les premiers, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Et puis ensuite pour Rohan Dennis dans le final, vous avez Jane Lay qui sort en facteur un petit peu. Je crois que c'est même Rohan Dennis qui fait la cassure, je sais plus qui a fait la cassure derrière Jane Lay. Et à ce moment-là, il y a 5-6 mètres d'avance, on peut se dire, c'est bien parti pour que ça soit l'enterrement de première classe. Et Rohan Dennis réagit, mais il réagit au bon moment. Il réagit juste avant un virage à angle droit. Donc il crée un petit écart, virage à angle droit, derrière on est obligé de freiner. Donc il regagne encore 5 mètres facile, et ça lui permet de remonter, et ça lui permet de gagner la course, mais c'est à 750 mètres de l'arrivée à peu près. Vous avez un petit virage comme ça, mais à angle droit sur la gauche. Il décide d'attaquer une quinzaine, vingtaine de mètres avant. Il arrive à faire l'écart. Et ensuite, derrière, l'écart fait x2, vu qu'il attaque au bon endroit. Et il arrive à revenir sur Jane Lay, qui était un peu cramasse. Parfois, des coureurs, j'ai vu des gens sur Twitter assez critiques à Jane Lay. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'il est obligé d'anticiper parce qu'il n'est pas rapide au sprint. Jane Lay, c'est pas un sprinter. C'est un coureur qui n'est pas puissant, qui a un manque de puissance. GLS, c'est un bon grimpeur, mais qui n'est pas puissant. Et s'il attendait le sprint, il faisait 6. Alors oui, il a tenté, il a perdu, il perd 5 secondes au final. Mais de toute manière, vu le temps qu'il avait perdu sur le prologue, il ne jouait pas vraiment le général. Lui, il jouait que la victoire d'étape aujourd'hui. Et il ne pouvait pas attendre le sprint, il ne pouvait pas attendre qu'un Rohan Dennis ou autre attaque parce que Rohan Dennis l'aurait largué sur le plat. Donc il était obligé d'anticiper. Il a bien fait d'anticiper. Bon, pas de chance pour lui, c'est que derrière Rohan Dennis a bien couru parce que si Rohan Dennis attend que ça revienne, attend que ça soit Mauro Schmid qui revienne, Mauro Schmid il reviendra pas parce qu'il était déjà limite dans la pote et il a fait beaucoup trop d'efforts dans la journée. Donc Rohan Dennis, s'il suit pas à ce moment-là, s'il attaque pas à ce moment-là, ça se regarde et Jane Lay il part à la victoire. Mais Rohan Dennis a très bien couru et ça fait du bien de rappeler que Rohan Dennis c'est pas seulement un coureur de contre-la-montre. Voilà, certains le cantonnent un peu trop à ce rôle-là. Non, c'est pas qu'un rouleur, c'est un coureur qui a des belles qualités pour gagner des courses. Vainqueur, je rappelle quand même, de 3 étapes du Tour de Suisse. Deuxième d'un Tour de Suisse, c'était en 2019. Voilà, donc il est capable en plus de gagner le général de cette course, qu'il a déjà remporté. Donc il est capable vraiment de faire du bon boulot. Moi j'aime bien ce Rohan Dennis là. J'aime bien le Rohan Dennis depuis Ineos. Depuis en fait la fin de sa période Bahreïn, j'aime bien ce que fait Rohan Dennis, ce que propose Rohan Dennis, même si c'est trop rare dans l'année. C'est-à-dire que souvent il a un rôle d'équipier, bon, chez Jumbo, chez Ineos aussi. Pour moi, il pourrait être lieutenant dans d'autres formations et je trouve que parfois on le cantonne un peu trop à ce rôle d'équipier alors qu'il est capable de faire des bons résultats sur des belles courses et on sait qu'il a toujours très bien passé les côtes parce que c'était sa faculté et c'est même toujours sa faculté par rapport à un Ghana. Il passe mieux les bosses que Ghana parce qu'il pédale vraiment tout le temps en vélocité. Voilà, il a toujours un très beau coup de pédale. Il pédale pas en force, Rohan Dennis. Il n'a jamais été le plus puissant des rouleurs. Je trouve que ça convient bien. Et sur une étape comme ça, quand il sort, il fait vraiment le bon boulot. Et c'était bien aussi vu de la part de Jumbo parce que ils n'ont pas emmené forcément la grosse armada Jumbo sur cette course. Ils sont partis notamment avec Van Dijk, mais sur les sprints, Van Dijk
L'année dernière, c'était un peu limité. En plus, bon, Robert Rezink est tombé fracture du bassin. Donc voilà, Milan Vader, il revient d'une grosse période d'inactivité. Donc tu veux mettre Josh Van Enden, voilà, ou Timo Rosen. Donc je pense que c'était bien joué de la part de Jumbo. Et puis ça va permettre en plus à Rohan Dennis là, de pouvoir peut-être jouer le général à domicile. Donc forcément elle sera impliquée dans l'effectif. Un coureur qui est impliqué, un coureur qui est heureux, c'est un équipier qui fait du bon boulot sur un grand tour. Et oui. On poursuit avec le deuxième coureur au top, c'est Mayhofer, l'Allemand de la DSM. Et quand je dis toujours que la DSM, ils arrivent à trouver des pépites, l'exemple, parce que comme Paul Penwet, 11e aujourd'hui, était je crois 11e hier de l'étape, parce qu'on me l'a marqué dans les commentaires. Mais voilà, il fait un bon début de course, 22 ans, donc quasiment le même âge que Paul Penwet. Pour l'instant, il fait une belle course. 5e également du Critérium avant le Tour de Nander, vous savez, ce fameux Critérium, le Schwalbe classique. Et pourtant, l'année dernière, il n'y avait pas eu de grands résultats pour sa première année chez DSM, mais c'est un coureur qui a été formé par Sunweb DSM, et on sait que cette formation-là, elle marche extrêmement bien. Van Wilder est passé de cette manière-là. Ils ont cette faculté à trouver des pépites. Cette équipe a quand même formé Warren Barguil, par exemple, Kittel, De Gengold, ils sont passés également. C'est toujours des très bons coureurs qui arrivent à sortir de cette équipe. Donc voilà, et là il a fait du bon boulot aujourd'hui. Il avait fait 10e de Per Sample Alfredo, donc je crois qu'il est une épreuve junior, une épreuve un petit peu vallonnée, qui n'est pas une épreuve junior en plus, c'est une 1-1. Il avait fait 3e de l'étape 1A de la semaine internationale Copier Bartali, 13e à Riccione. Il avait fait 9e du Cresbrez Elite donc en 2021 quand il était dans l'équipe de formation, et 7e dans la 3e étape du Tour d'Allemagne. Donc on voit que c'est un coureur qui a des qualités. 1m80, on sent que c'est un bon sprinter mais qui passe bien les bosses. Donc c'est un coureur intéressant. On va voir ce que ça va donner dans les jours à venir, s'il va bien tenir. Mais c'est un coureur à suivre. C'est pas un coureur qui fait vraiment beaucoup parler de lui ces derniers temps, parce que l'année dernière n'a pas été très bonne chez DSM. Mais je pense que c'est un coureur peut-être qu'il va falloir suivre, on va voir. Mais sur ce Down Under, ça c'est sûr qu'il va falloir suivre. Et il a une sœur, Lucie Mayhofer, qui a 20 ans et qui a fini 11e du championnat d'Allemagne U23 sur la course en ligne. C'était au mois de juillet dernier, et qui est dans une équipe UCI. L'année dernière, elle était dans une équipe UCI. Je ne sais pas si ça sera encore le cas aujourd'hui. Elle a 20 ans également. Et oui, parce que c'est sa sœur jumelle. Ils sont nés le même jour. Voilà. Donc, si vous voulez des informations, toujours pour Cycling Stat, pour avoir des infos, mais c'est bien ce que fait Mayhofer en ce moment. Marius Mayhofer, qui fait pour le moment du bon travail. Et puis la DSM, qui arrive toujours à sortir des pépites. Alors, ils n'arrivent pas à les garder, les pépites, mais ils arrivent à les trouver. On poursuit avec Jenevein. Que dire de Jenevein? Il est en train de nous faire quand même un sacré début de saison, Jenevein. Je rappelle, champion d'Australie du contre-la-montre. Hier, il fait déjà pas de mauvaise étape. Le prologue était très bon. Là, aujourd'hui, il suit. Je pense que c'est l'un des coureurs, avec Simon Yates, c'est les deux coureurs qui peuvent avoir des regrets aujourd'hui d'avoir laissé partir Rohan Dennis, parce qu'il y avait mieux à faire, je pense, pour ces deux-là. Mais ils avaient peur. Je pense que Jenevein avait peut-être peur de Simon Yates en se disant Yates il a quand même une bonne pointe de vitesse, donc c'est vrai que dans un sprint comme ça en petit comité, c'est un coureur qui peut faire peur. Et il a aussi pas encore totalement la maîtrise du cyclisme professionnel. Jenevein, il manque encore d'expérience. C'est un coureur qui est jeune. Qui est jeune dans le monde du cyclisme, sur route, encore une fois, c'est pas un jeune coureur, il a 27 ans, mais c'est un coureur qui a encore peu d'expérience, parce que je rappelle qu'il a commencé en 2020. Et c'est peut-être ça qui va être intéressant chez UAE, c'est qu'ils prennent de l'expérience au contact de grands coureurs, mais quand tu vois le début de saison qu'il fait, ça va commencer à faire réfléchir chez UAE sur son statut. Et c'est intéressant pour Jenevein de bien débuter la saison, parce qu'on sait que dans cette équipe, vous avez un effectif pléthorique.
Et que bah, si tu veux passer en statut dans l'équipe devant un McNulty, par exemple, parce que on peut dire que c'est un petit peu le même profil de coureur que McNulty. Si tu veux passer devant un Maika, par exemple, si tu vas aller sur le Tour de France ou sur le Tour d'Italie ou sur un grand tour pour épauler un leader, ou pour même avoir un statut de leader de rechange potentiellement, derrière un Almeida sur le Giro, parce qu'il pourra avoir ce statut-là, bah pour Jevine, c'est un coureur qui peut vraiment être intéressant. Et moi, à la place de Almeida, je vous avais dit déjà que je trouvais que c'était le coureur qui était vraiment menacé chez UAE, et bah, je trouve que Jevine menace également un Joao Almeida quand vous voyez le début de saison qu'il fait, puisque dans la montée, je trouve qu'il avait un très très bon coup de pédale. Après, il faut toujours se méfier, être performant en janvier, ça ne veut pas dire qu'on sera performant au mois de mai. Parfois, c'est un petit peu trop tôt dans la saison, surtout qu'il aura un gros début de saison parce qu'il fait le Down Under, Cadel Evans, Tour de la région de Murcie, Tour de l'Algarve, Tirreno Adriatico. Donc, autant vous dire que jusqu'au mois de mars, ça va être costaud. En parlant de début de saison également, le Tour de la Provence est annulé. On commençait à avoir des sacrés doutes sur le Tour de la Provence. On en avait parlé à la fin de la vidéo de Jérôme Pinault. Eh bien, ça a été confirmé, annulé. La Ligue nationale de cyclisme n'a pas autorisé la course à s'inscrire dans le calendrier professionnel. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne aujourd'hui, je commence avec Michael Matthews, Jean Schkoumoun. Je vous avais dit en présentation de course, Michael Matthews n'a jamais gagné le Down Under. Je vous avais dit, je pense qu'il en fait un objectif parce qu'à domicile, et que c'est vrai que pour un coureur australien, c'est une course majeure, c'est la seule course World Tour qui est sur le côté en Océanie. Et vu comment il avait été motivé par les championnats du monde, je pensais qu'il serait très motivé. Mais pas de peau, il a déraillé au pire moment. Et en plus, son dépannage s'est très mal passé. On a déjà eu un dépannage particulier avec Luis Mas, qui a tout fait pour garder son vélo alors que la chaîne était quand même bien emmêlée, mais qui a réussi à remettre la chaîne en très peu de temps. Il faut saluer quand les mecs font des beaux gestes de mécanique, parce que la chaîne, elle était complètement tournée-boulée, là, elle était complètement pincée. Il a réussi à la défaire complètement. C'est vraiment très bien ce qu'a fait Luis Mas. Mais par contre, il faut être rapide pour le faire. Sinon, il faut prendre le vélo de secours. Et le problème de Michael Matthews, c'est qu'il a passé 5, 6, 7 secondes à vouloir remettre la chaîne en place, alors que le mécanicien, au même moment, le vélo était déjà par terre, était déjà prêt à repartir. Dès que le vélo de secours est prêt à partir, tu le prends. Et qu'en plus, en voulant remettre sa chaîne, je pense qu'il s'est mis un petit coup de pression, ce qui fait qu'il a oublié de prendre son bidon. Et il est parti sans bidon. Et qu'en plus, on rajoute à ça, le dépannage a pris beaucoup de temps et la poussée du mécanicien n'était pas tip top parce que le vélo n'était pas bien équilibré, n'était pas bien positionné sur le vélo. Le dépannage vraiment de Michael Matthews, il n'est pas top aujourd'hui. Et puis après, il tente de remonter, mais c'est au mauvais moment. Il arrive au pied de la côte, vraiment. Donc c'est une catastrophe pour lui. En plus, pas de chance, c'est que si vous avez par exemple Victor Lafay qui a un problème mécanique au même moment, si vous avez Ben O'Connor qui a un problème mécanique au même moment, vous pouvez vous aider d'une autre équipe. Lui, il était tout seul. Il n'y avait pas d'autres coureurs qui ont été impactés par un problème mécanique à ce moment-là. Donc il a dû remonter seul, et ensuite forcément ça te coûte de l'énergie, et il perd 2 minutes, et il perd certainement le général. À part si demain il tente le tout pour le tout, ce qui pourrait nous animer l'étape numéro 3. Mais 2 minutes, ça risque quand même d'être compliqué à remonter pour Michael Matthews. Mais c'est dommageable parce que c'est vrai que on sent qu'il veut mettre cette course-là dans son palmarès. On sent que les jambes sont bonnes cette année pour Michael Matthews, qui s'est vraiment bien remis la tête à l'endroit la saison dernière. À partir de la moitié de la saison de 2022, là, il a vraiment fait du très bon boulot. Mais oui, c'est triste. Et puis, ensuite, il pouvait pas rouler derrière Simon Yates, donc il était un peu bloqué, quoi. Le problème mécanique lui a vraiment coûté beaucoup de temps. C'est dommage, mais en plus, le dépannage n'a pas été bon. Donc, c'est pour ça que je mets bonnet d'âne. C'est que déjà, Schkoumounman, mais en plus, dépannage qui n'a pas été réussi. Bettiol, deuxième coureur flop. C'est pas la première fois que ça lui arrive, le coup des crampes. On se souvient des Jeux Olympiques. Il avait eu des crampes également dans le final de la course.
Donc ça veut dire que c'est pas forcément le meilleur en termes de gestion d'hydratation. Et ça, c'est un problème quand on joue les classiques flandriennes. Parce que sur les classiques flandriennes, vous pouvez pas aller à la voiture tout le temps. Donc il faut vraiment être très bon dans la gestion de l'effort et dans la gestion de la nourriture, de l'alimentation. On a vu plus d'un coureur se faire avoir sur les flandriennes. On pense notamment à Sam Bennett qui avait trop mangé une année, qui avait trop mangé, trop bu une année sur les flandriennes et qui avait vomi, c'était à Gand, sur les 50 derniers kilomètres, il avait plus du tout de force. Quand on joue les flandriennes, il faut savoir bien manger, s'hydrater, il faut réussir à maîtriser ça. Parce que sur les flandriennes, je rappelle que sur les pavés, c'est très compliqué de boire, voire quasiment impossible, que c'est très compliqué de récupérer des bidons à la voiture. Voilà, il faut être très doué dans ce domaine-là. Si déjà sur une course comme le Down Under, il se fait avoir par des crampes, c'est pas très rassurant pour les prochaines classiques. Et ensuite, son geste où il balance sa gourde, son bidon à la caméra, non. Tu peux être énervé, ça je peux le concevoir, parce que oui, tu perds la course, ça c'est normal. Par contre, le caméraman, il fait juste son taf. Et je trouve que ce type de comportement-là, certains diraient que ça vient du comportement football, mais c'est un type de comportement où... qu'on voit de plus en plus avec des pelotons où parfois, là par exemple, je trouve que sur tous les sprints intermédiaires pour le moment que j'ai vu de ce Tour de Lander, t'as l'impression que les mecs ils jouent leur vie, c'est un sprint intermédiaire. Là, par exemple, Hugo Page, sur le sprint intermédiaire, il met quand même un petit coup d'épaule à Matthews. Alors après, il s'est excusé, c'est qu'un sprint intermédiaire. Se faire une clavicule sur un sprint intermédiaire, c'est pas l'idée la plus intelligente du monde. Et je trouve que oui, dans le peloton, parfois, vous avez des mecs qui se comportent très mal. Et la bestiole, enfin, le mec, il fait juste son job, quoi. Oui, t'es leader du général, tu as un problème physique, forcément, t'as une caméra qui reste à côté de toi. Et il lui lance un bidon comme ça. Enfin, moi, je trouve ce comportement-là un petit peu inadmissible. Et puis, troisième flop, j'ai mis Mauro Schmidt, le Suisse de Quick-Step, enfin de Soudal Quick-Step, parce que maintenant, il va falloir... Ah putain, les sponsors, ça va être dur cette année. Pourquoi Mauro Schmidt, il en a trop fait? C'est l'exemple même du coureur qu'on a trop fait aujourd'hui. Il est déjà limite dans la montée. C'est-à-dire que quand Rohan Dennis part, vous avez Rohan Dennis, Simon Yates revient très facilement, Jane Lay revient dans un deuxième temps, parce qu'au départ c'est l'Urs, le coureur de Bora qui était parti, sauf qu'il n'a pas tenu la cadence de Simon Yates, il a tenté de suivre Simon Yates, il a complètement explosé, donc ensuite c'est Hindley qui sort, Jevine est derrière Hindley, bon, tu vois, tu sens que le rythme est bon, par contre Schmidt, il est déjà à fond dans la montée, c'est-à-dire qu'il arrive, tu sens que quand le sommet arrive, il est content que le sommet arrive. Bon, dans ce genre de cas, tu récupères, parce que tu sais que tu n'es pas le plus fort du groupe. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être celui qui a pris le plus de relais dans les portions de plat. C'est le mec qui a donné la dynamique pour le groupe, pour qu'il ne soit pas repris par le groupe Cocard, Hugo Page et Caleb Ewan. Je trouve ça pas très intelligent de la part de Mauro Schmidt, surtout que lui aussi, il n'avait pas fait un super prologue. Donc il jouait que la victoire d'étape. Quand tu joues que la victoire d'étape, c'est pas à toi de faire le rythme. Un Rohan Dennis, un Jevine avait beaucoup plus intérêt à rouler fort dans ces phases-là que Mauro Schmidt, me semble-t-il. Et lui, il décide de mettre le rythme, il instaure le rythme de l'échappée. Contrairement à Rohan Dennis, par exemple, qui est passé beaucoup moins de relais, et surtout des relais beaucoup moins à fond, alors que Mauro Schmidt, il a envoyé du pâté. Et ce qui fait que quand on arrive à 1,5 km de l'arrivée, quand Jane Lay part, il y a la cassure. Le premier qui décide de rouler derrière Jane Lay, c'est Mauro Schmidt encore. Alors que pour moi, il aurait fallu laisser faire Jevine. Il aurait fallu laisser faire Rohan Dennis, qui était mieux placé que lui au général. Et ensuite, quand Rohan Dennis accélère, donc le contre, quasiment, Rohan Dennis,
bah, il peut plus rien faire, mais parce que physiquement, il est cramé. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il fait 3 de l'étape. S'il fait pas ces erreurs-là, il peut gagner la course. Il peut gagner aujourd'hui. Sauf que bah, il commet quand même 2 erreurs qui pour moi sont assez importantes. Surtout que Mauro Schmid, c'est des erreurs qu'il ne devra pas recommettre sur des courses plus importantes parce qu'il a l'objectif d'aller jouer des classiques désormais Mauro Schmid, ou d'avoir un rôle important autour de Remco Evenepoel dans ces courses-là. Sauf que là, aujourd'hui, bah, il n'a pas très bien couru, il faut le dire. Et pour moi, il aurait fallu être un peu plus intelligent. Alors après, moi je vous dis ça, j'étais, enfin pas sur mon canapé, j'étais sur cette chaise d'ordinateur en train de regarder l'ordinateur. Mais il y a les oreillettes aussi pour lui indiquer ça, pour lui dire roule pas trop coco, c'est pas à toi de rouler. Là, je crois que ça n'a pas vraiment marché correctement et c'est dommage parce que Mauro Schmid, il aurait pu apporter la première victoire de la saison pour la Soudal Quick-Step, mais peut-être que ça arrivera demain, car demain nous avons une nouvelle étape, l'étape numéro 3, entre Brighton et Victor Harbor. Donc non, pas entre, c'était aujourd'hui ça, Brighton et Victor Harbor, ça sera entre Norwood et Campbelltown. 112 km les 3 derniers jours, on est sur des étapes qui vont être aux alentours de 110 km, des étapes qui vont être plus courtes. On aura une étape de 117 km, j'ai dit 112, 117 km, avec un début de journée où on part en côte, les 9 premiers kilomètres sont au pied d'une bosse. Ensuite, on aura 2 sprints intermédiaires. La première bosse du Checker Hill, 2 km à 6,4 de moyenne, ça sera à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, donc ça sera à l'entame de la dernière heure de course. Et puis le corkscrew, 2 km 4, 9% de moyenne. C'est pas le corkscrew de Laguna Seca en sport auto, c'est le corkscrew de Campbelltown, belle côte, 2 km 4 à 9% de moyenne. Et puis ensuite, on redescend vers Campbelltown, corkscrew qui veut dire tire-bouchon. Pour ceux qui ne sauraient pas en anglais, ça c'est la magie des sports mécaniques. On se retrouve demain, même heure, pour faire le débrief de cette étape. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!